Souvenez-vous, en 2010 éclatait l'affaire du Mediator, un énorme scandale pharmaceutique impliquant la mort de plusieurs centaines, voire milliers de personnes, mettant en cause les laboratoires Servier. Le Mediator, c'est un médicament utilisé comme coupe-faim, commercialisé depuis 1976 donc par le groupe Servier. Un médicament dont le principe actif est le benfluorex, une substance reconnue toxique depuis les années 90 et interdite dans plusieurs pays d'Europe dans les années 2000. En France, le Mediator n'est retiré de la vente qu'en 2009 grâce à l'intervention d'Irène Frachon, une médecin pneumologue du CHU de Brest ayant mené une étude pharmacologique poussée afin de prouver la dangerosité du médicament. Mais si les autorités sanitaires alertées interdisent le médicament, elles tardent à révéler l'affaire au public. Là encore, il faudra les révélations d'Irène Frachon dans son livre. Un livre qui, derrière le scandale, pointe du doigt le poids des lobbies pharmaceutiques, leurs pratiques mafieuses et leur influence sur le corps médical. Lors du salon des lanceurs d'alerte en décembre dernier, l'équipe du Fil d'Actu a pu rencontrer Irène Frachon, une personne ordinaire que rien ne prédisposait à l'héroïsme et qui aura sauvé des milliers de personnes tout en exposant la réalité d'individus et d'institutions influentes faisant passer l'argent avant la vie d'êtres humains. Irène Frachon a accepté de répondre à quelques questions pour vous. Aujourd'hui, nous vous livrons donc son interview dans son intégralité. Bon visionnage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très vite. Vous êtes à l'origine du scandale du Mediator, responsable de la mort d'au moins 2000 personnes. On a dû souvent vous poser la question, mais quand on fait ce genre de découverte, comment on se sent ? C'est vertigineux en fait. Quand on découvre tout seul dans son coin qu'il y a vraisemblablement des dizaines, puis quand on y réfléchit bien, des centaines, et puis de façon tout à fait logique, des milliers de gens qui sont en train de mourir parce que ils sont empoisonnés tous les jours par un médicament commercialisé. Enfin, c'est absolument vertigineux. C'est inoubliable. Qu'est-ce qui vous a poussé à révéler ce qui se passait ? J'ai découvert en 2007 que le Mediator était probablement dangereux. Puis je me suis rendu compte que Servier cachait la vraie nature du Mediator, qui n'était pas un antidiabétique, mais un coupe-faim extrêmement dangereux. Puis je me suis rendu compte, et j'ai fait des études scientifiques qui ont bien établi le lien logique d'ailleurs entre la dangerosité connue de ce type de coupe-faim et ce qu'on pouvait observer scientifiquement en examinant des dossiers de patients, et puis après à une échelle plus large. J'ai obtenu comme cela le retrait du médicament fin 2009. Donc tout ceci était une démarche finalement assez classique de pharmacovigilance, même assez approfondie, mais classique. Et en fait, le saut à l'élastique, c'est quand j'ai réalisé que l'agence du médicament allait retirer le médicament sans en faire aucune publicité et surtout, premièrement, sans avertir les gens qui en avaient consommé, qu'il fallait consulter, etc., qu'il y avait des dispositions à prendre éventuellement, et deuxièmement, sans s'interroger sur l'attitude du laboratoire et le propre comportement de l'agence du médicament face à cette dangerosité qui a été complètement qui a été complètement négligée. D'ailleurs, l'agence est mise en examen pour ça, pour négligence pendant très très longtemps. Donc quand j'ai vu que tout ça passait sous le tapis, je me suis dit effectivement c'est impossible. Il y a des victimes qui vont avoir besoin qu'on dénonce ce scandale parce qu'elles vont réclamer des réparations. Il faut qu'elles soient averties, il faut qu'elles montent au créneau, qu'elles comprennent qu'elles ont été empoisonnées. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas laisser un industriel tuer les gens. Enfin, je veux dire, c'est de la folie, quoi. Donc le saut à l'élastique, ça a été effectivement la publication du livre. Oui. Mais vous voyez, ça ne s'est pas fait comme ça, quoi. Oui. Vous dites qu'au cours de vos révélations, vous avez été surprise plus par l'hostilité de vos confrères que de celle de l'industrie pharmaceutique. Dans un deuxième temps, dans un premier temps, les gros méchants, c'est le laboratoire Servier. Et ça, je peux le dire face caméra. Hein. C'est un industriel délinquant qui est aujourd'hui mis en examen, pas encore jugé au pénal, mais déjà condamné au civil quand même, mis en examen pour des faits d'une gravité, qui est inouïe pour un industriel du médicament, puisque c'est tromperie, mise en danger de l'homme, escroquerie, enfin j'en passe. Donc c'est bien ceux-là qui m'en veulent le plus et qui sont vraiment à combattre. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que derrière, ça n'est pas l'industrie pharmaceutique qui m'en veut
même si voilà, l'industrie pharmaceutique a compris que le dérapage de Servier était très dangereux et que ça diffusait sur l'image et l'opinion publique vis-à-vis des industriels en général, qu'il y avait un risque de contagion. Mais en fait, ceux qui m'en veulent le plus, c'est une catégorie de mes pairs, donc sociétés savantes, académie de médecine, professionnels de santé, enfin corps médical, pas tous heureusement, il y en a plein qui sont auprès des victimes quand même, mais voilà, il y en a beaucoup qui se sont rangés derrière Servier et qui m'en veulent que cette affaire-là révèle ce qui n'est pas très glorieux dans le monde médical, c'est-à-dire le fait que le conflit d'intérêts est pratiquement une norme banale dans le milieu médical, avec toutes ces conséquences qui peuvent être aussi graves que celles de l'affaire du Mediator. Et ça, pour ça, on m'en veut beaucoup dans mon milieu médical, ouais, dans mon milieu professionnel. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, les médicaments sont produits par des laboratoires privés dont le but objectif reste de réaliser du profit. Oui, d'ailleurs, on ne peut pas leur reprocher, hein, parce que sinon, ce sont des industriels, donc ils ont une logique industrielle et commerciale. C'est pour ça que là aussi, la question n'est pas là finalement. La question est du côté du corps médical, des autorités de santé qui travaillent pour l'intérêt général ou l'intérêt exclusif de leurs patients. Qu'est-ce qu'ils font face à cette mise en tension d'intérêts commerciaux d'un côté et d'intérêts de santé publique de l'autre? Et c'est là où on a la friction. On imagine que l'activité de l'industrie pharmaceutique est très encadrée, mais cela peut être tentant pour certains dont la santé des gens n'est pas la priorité, de faire fi de certaines considérations de sécurité ou d'éthique. Est-ce que des scandales comme celui du Mediator, à partir du moment où on ne remet pas en cause le système même des labos, n'est pas inévitable? Alors, c'est inévitable, donc voilà, c'est un constat. La plus grande erreur serait d'imaginer qu'on peut un jour suffisamment réglementer pour se dire plus jamais. C'est la meilleure façon pour se ramasser un Mediator aussitôt. Parce que nous sommes effectivement dans un système qui structurellement met en tension des conflits divergents, qui est, alors si je deviens très caricatural, c'est le système capitaliste. Mais bon, faut-il le mettre à bas et pourquoi? Enfin, oui, là c'est des enjeux qui me dépassent complètement. Donc c'est pas les laboratoires pharmaceutiques. Il faudrait beaucoup plus de recherche publique, bien sûr, qui est abandonnée en grande partie. Et voilà, il y a des choses à faire, mais le système qui repose notamment sur cet appétit financier, etc., il est tel qu'il est et il faut y opposer des contre-pouvoirs. Citoyens, experts, et former le corps médical à mieux tenir face à l'influence de ces lobbies, avoir plus de lucidité, etc. Donc il faut agir au sein de ce système. Enfin, je suis peut-être pas assez révolutionnaire, mais je sais pas bien quoi vous proposer à la place. Voilà. Vous dénoncez l'omniprésence des laboratoires pharmaceutiques dans le monde médical. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, les labos continuent à faire du lobbying actif auprès des médecins, d'après vous, pour imposer leurs produits? Oui, les labos continuent à faire du lobbying très actif auprès du corps médical français pour favoriser la commercialisation de leurs produits. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis le Mediator? C'est qu'on le sait mieux déjà. On peut un petit peu plus l'évaluer parce que, par exemple, vous avez plus de transparence. Avant, c'était complètement occulte. On n'en savait rien. C'était absolument impossible de s'en faire une idée simplement. Alors que maintenant, on peut, par exemple, sur la base transparencesanté.gouv, vous pouvez savoir un peu il y a des études. Récemment, il y a eu une enquête du Monde. Il y avait une enquête aussi de Regard Citoyen qui avait étudié cette base d'informations. Et on peut peser en termes de millions d'euros ce que représentent par exemple, les montants financiers consacrés à ce lobbying, etc. Donc oui, ça continue, mais on commence à pouvoir le mesurer un peu mieux et ça commence à gratter du coup. Récemment, la conférence des doyens, titillée par l'Association des étudiants en médecine de France, etc., a sorti une charte éthique qui pour la première fois évoque ces questions-là et s'engage pour appliquer entre guillemets plus de vertu et former à ces conflits d'intérêts. Donc le fait de ne pas dissimuler cette question-là, qui n'est pas du tout nouvelle, mais de la faire émerger dans la sphère publique et de l'opinion publique,
ça titille, ça gratte, ça dérange. Pas tout le monde, hein, mais sous certaines limites. Hein. Il y en a qui l'assument parfaitement, mais ça permet effectivement de renforcer des contre-pouvoirs. Et vous sentez d'ailleurs que dans les jeunes générations, c'est un sujet dont ils sont sensibles? C'est un sujet qui était absent totalement de ma génération, hein, et de la génération au-dessus de moi encore pire, et qui est un sujet maintenant qui émerge et qui gratte les étudiants en médecine, les jeunes générations. Ça les dérange, même si le phénomène de captation vers ces intérêts-là est très rapide, en fait. Parce que comment faire autrement? Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Et comment peut se positionner un jeune médecin aujourd'hui, notamment hospitalier, etc., qui souhaite échapper à cette emprise des industries pharmaceutiques, qui est impressionnante quand on la connaît dans le détail. Ça, c'est une question non résolue. Hein. C'est un peu comme le réchauffement climatique. Ce que je dis, c'est que difficile de contester le réchauffement climatique, ou en tout cas, il faut vraiment être d'une mauvaise foi carabiné. Mais voilà, je vais prendre l'avion tout à l'heure pour rentrer à Brest. Et comment faire autrement? Donc, j'ai pas toutes les solutions, quoi. Du coup, cette transparence-là, effectivement, c'est un élément de réponse, mais c'est le même élément de réponse que donne Juncker, par exemple. Quand on lui parle du pouvoir des lobbies au sein de Bruxelles, Juncker, sa réponse est de dire « Mais maintenant, tout est transparent, vous avez accès à l'agenda de tous les représentants de la Commission européenne, donc vous savez quand il y a des entretiens officiels avec les lobbies, donc du coup, il y a une forme de contrôle indirect. » C'est indispensable, mais c'est insuffisant. Voilà, c'est tout. Bien sûr que c'est insuffisant. Il faut, y compris dans le monde de la santé, moi j'aimerais qu'il y ait une réglementation beaucoup plus stricte pour gérer les conflits d'intérêts entre le monde médical et les grands labos. J'ai pas mal d'idées là-dessus. Pas forcément donc mettre à bas le système, mais par contre à prendre des positions beaucoup plus fortes. Bien sûr, c'est totalement insuffisant. Mais en fait, les labos trouvent des liens aujourd'hui pour éviter cette transparence, c'est-à-dire qu'ils vont créer des fondations. Oui. Donc des fondations dont le nom n'a rien à voir avec le monde du labo, mais pourtant on sait que c'est bien leur fondation qui, elle, va aider les médecins ou les personnels de santé. Oui, bien sûr, il y a des fondations écrans, entre les industriels, bien sûr. Donc, alors là encore, le fait que des fondations, je pense qu'elles sont malgré tout pointées par la base transparence santé, il faudrait le vérifier, mais en principe, il y a quand même c'est compliqué vraiment, je pense, de contourner la transparence, ce qui veut dire qu'elle gêne un peu quand même, mais c'est bien insuffisant pour avoir un système de fonctionnement plus satisfaisant et surtout plus garant de la sécurité sanitaire. Hein. Pour ce que j'en connais, on est encore très loin d'un système satisfaisant, bien sûr. Est-ce que le fait que le système français de recherche publique, j'entends le système français public de recherche soit complètement en déshérence par des coûts budgétaires à tire-larigot, fait que justement on est complètement dépendant des industries complètement. Oui, on se rend, et avec nos pouvoirs publics et notre politique, on se rend effectivement otage de ces grands lobbies industriels qui ont surtout des comptes à rendre à ceux qui les financent, et à leurs investisseurs et à leurs actionnaires, avant d'avoir des comptes à rendre aux consommateurs ou aux utilisateurs. Donc il faut que le pouvoir de ces consommateurs, des usagers de santé, etc., soit bien mieux défendu, bien plus représenté. Non, c'est pas du tout une situation satisfaisante, pas du tout. Lors d'une interview, vous avez notamment parlé des liens de collusion entre Servier et l'Académie de médecine, encore aujourd'hui. Comment c'est possible qu'un laboratoire dont la responsabilité de la mort de milliers de personnes a été reconnue par la justice puisse encore faire du lobbying en toute impunité et même puisse encore exercer? Comment l'État peut le laisser faire et comment les médecins peuvent ne pas blacklister Servier? Je n'arrive pas à y croire moi-même. Ça, c'est pour moi, je dirais, au-delà même de l'horreur du crime, ça, ce que vous venez de décrire, est pour moi la plus grande désillusion et la plus grande fracture, je dirais, de mon histoire professionnelle. Et finalement, je me dis, que ça puisse exister comme ça, ça jette un froid. C'est glaçant. Parce que tout à coup, on se dit, mais d'autres positionnements qu'on a pu avoir dans notre société, à d'autres moments de notre histoire, c'était possible. Et c'est toujours possible de se ranger du côté du mal au sein de notre société, y compris d'institutions a priori
qui devrait donner l'exemple. Donc c'est glaçant. J'ai pas d'autre explication. Du coup, c'est un petit peu David contre Goliath. Il y a un Goliath beaucoup plus grand que... Beaucoup plus grand que je ne pensais. Parce qu'il y a effectivement un laboratoire délinquant et tout ce qu'il a créé depuis 50 ans comme réseau, comme tissu d'influence et d'intrigue et de corruption. Enfin, une pieuvre, voilà, une mafia, on peut l'appeler comme on veut. Ouais. Mais au sein de nos institutions françaises censées être les plus vertueuses et avec des gens qui, en principe, portent des valeurs fortes. Et donc moi je me remets pas de ça. J'attends. Alors, ce qui est fou et ce que je ne pensais pas, c'est que c'est la nécessité de la justice pénale. Enfin, c'est dingue. Je finis par attendre ce procès depuis maintenant 10 ans avec ces victimes, comme, alors je ne veux pas faire d'allusion à des grands procès de l'histoire, mais comme un grand procès de l'histoire dans l'histoire des conflits d'intérêts en médecine, oui, un grand procès historique. C'est incroyable d'en arriver là. Mais vous n'avez pas peur d'arriver sur un responsable mais pas coupable ? Ah, de ce que j'ai vu du réquisitoire du parquet et de l'ordonnance de renvoi des juges, ça va être compliqué de ne pas être coupable, pour certains. C'est absolument accablant. Donc j'en attends bien sûr beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement comment ça se passe ? Un médecin gagne quand même bien sa vie, il est supposé avoir certains principes moraux liés à sa profession. Certains se font acheter ou c'est plus sournois que ça ? C'est plus sournois que ça. C'est plus sournois ou moins sournois. Par exemple, les médecins ne voient pas le problème de se faire nourrir par l'industrie pharmaceutique, au sens du petit pot, du petit-déj, du repas en ville, dans un bon petit resto, etc. Ils ne voient pas que rien que ça, c'est juste inacceptable. Donc il y a une absence de prise de conscience que quand on se fait nourrir, on ne mord pas la main qui vous nourrit, et que ça crée un lien de dépendance qui est extraordinairement puissant, alors que ça a l'air de rien. Et en fait, rien que ça, c'est un truc énorme. Alors vous dire si c'est sournois, pas sournois, conscient, pas conscient, en tout cas, je suis stupéfaite de voir par exemple que la majorité de mes collègues minimisent totalement la dépendance que ce type de lien crée. Et finalement, alors moi ce que j'ai vu dans l'affaire du Mediator, c'est que quelquefois il y a vraiment des affaires de gros sous, on est vraiment acheté à 30 000, 100 000 euros par an, enfin des sommes qui finissent par être, on se dit ouais, pas mal. Bon, enfin quoique d'ailleurs, pour vendre son âme au diable, je sais pas, mais bon. Dans la plupart du temps, c'est pas si évident que ça, c'est plus subtil. Oui, on va se faire offrir des bonnes bouffes, oui, on va se faire inviter dans des conditions très agréables, dans des congrès passionnants, etc. Mais en fait, derrière, ça représente plutôt de l'argent de poche, pour la majorité. Mais finalement, ça crée surtout des carrières qui vont être valorisées. Donc, il y a quelque chose qui est justement plus sournois, qui n'est pas seulement l'appât du gain, qui est du relationnel, du convivial, de l'attrait de carrière, des aides à la recherche, de la valorisation. Et c'est tout ceci auquel il est difficile de renoncer. Avec ce genre de situation où les intérêts des lobbies se trouvent clairement privilégiés à notre santé, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les gens perdent totalement confiance en la médecine ? On sait par exemple que les polémiques autour des vaccins obligatoires ont donné des arguments aux personnes opposées à toute idée de vaccination. Oui, moi c'est ce qui me désole, c'est que l'absence, enfin dans l'affaire du Mediator, pour parler toujours du sujet que je connais, etc., je pense que toutes ces institutions, académies de médecine, sociétés savantes, etc., qui continuent à défendre Servier, à le recevoir comme un sponsor honorable, etc., alors que là, pour le coup, on a la démonstration d'un crime dont l'opinion publique est parfaitement bien plus lucide que justement ces entre guillemets grands médecins. Eh bien, le fait qu'il n'y ait pas eu un positionnement unanime, fort, pour effectivement mettre à distance cet industriel qui a franchi la ligne, qui a explosé la ligne rouge, crée de la confusion, de l'affolement et la rupture de confiance. Donc, je l'ai dit, je l'ai écrit tout le temps, j'ai même fait un manifeste en 2015, le manifeste des 30, avec des grands médecins conscients qui disaient « mais
nom d'un chien, regardez comment Servier se comporte avec ses victimes. Comment pouvez-vous garder des liens d'intérêt avec cet industriel? Sur le plan éthique, déontologique, c'est inacceptable. Et le fait qu'il y ait encore aujourd'hui, Servier soit encore un sponsor majeur, malgré ses appels à la vertu, et même au rappel, je dirais, à des règles élémentaires de positionnement éthique et déontologique, crée une rupture de confiance qui est majeure. Et ces mêmes médecins qui s'en désolent aujourd'hui de cette rupture de confiance, des amalgames, effectivement avec des antivaccinalistes qui du coup peuvent faire émerger des thèses qui sont parfois plus que discutables, eh ben c'est catastrophique. C'est catastrophique. Moi, je pense que la vaccination, ça reste un des moyens thérapeutiques majeurs. Après, il n'empêche pas que doit être appliqué au vaccin les mêmes règles de promotion indépendante, d'évaluation indépendante, de transparence, de communication sur les bénéfices, sur les risques, etc. Mais je vaccine mes enfants, je vaccine mes patients, etc. avec une information que j'essaye de rendre la plus loyale possible. Et je me désole parfois de voir effectivement une rupture de confiance telle que des patients vont dire de toute façon, les médicaments, c'est pas bon pour la santé. Je veux dire, c'est délirant. On a des moyens thérapeutiques majeurs et c'est ceux-là qui vont souffrir effectivement de cette rupture de confiance. Mais elle n'est pas la faute des consommateurs. Je dirais qu'elle n'est même pas la faute des anti-médecines, entre guillemets, qui sont parfois vraiment sur des positions très non scientifiques, inacceptables. Surtout moi j'ai une formation très classique, entre guillemets, enfin rigoureuse intellectuellement, mais c'est aussi lié à ce positionnement catastrophique qui, contre toute évidence, de certains de mes collègues qui n'ont pas coupé leur lien avec un industriel lourdement délinquant. Et ça, il ne comprend pas. Je ne comprends pas plus que vous, pas plus que le quidam moyen. Plein de gens me disent, mais comment se fait-il que les médecins continuent, par exemple, à avoir des liens d'intérêt avec Servier, recevoir dans des colloques, alors pas tous. Là encore, je veux pas qu'on fasse d'amalgame. Beaucoup de médecins ont dit à Servier, la porte, elle est là. Et je veux plus avoir de contact avec vous. Et ce que vous avez fait, c'est inadmissible. Heureusement, beaucoup de médecins accompagnent les victimes du Mediator ou d'autres victimes d'accidents médicaux. Mais la représentation de certaines institutions est désastreuse. On sait que beaucoup de politiques ont peur de se mettre à dos les médecins libéraux, une corporation puissante. Sur cette question précise de la collusion entre industrie pharmaceutique et monde médical, il y a juste un manque de courage politique. Comment on lutte efficacement contre l'infiltration des lobbyistes ? Ça bouge, les lignes bougent. La conférence des doyens des facultés de médecine vient d'adopter une charte éthique parce qu'elle y a été poussée par une association de médecins qui lutte pour une indépendance de la formation et par l'association des étudiants en médecine de France. Et pour aller plus loin dans la formation, au conflit d'intérêts, etc. Je pense que les choses bougent. La transparence a quand même fait émerger beaucoup de questionnements, y compris dans les milieux politiques qui n'avaient pas forcément conscience des conséquences de telles collusions. Donc je pense que ça bouge. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Grâce à votre action, le Mediator a été retiré de la vente. C'est une réelle victoire. La question de l'indemnisation des victimes se pose également. Au-delà, on se doute que ce scandale ne sera pas le dernier, comme ce n'était pas le premier. Il y aurait de quoi être découragé. Pourtant, vous ne baissez pas les bras. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un de vos collègues qui se retrouverait dans la même situation que vous ? Alors, pour la question de l'indemnisation des victimes, c'est une question absolument majeure et vous avez raison de la soulever parce que on indemnise mal en France. Alors, il n'y a pas qu'en France, parce que moi j'ai regardé tous les scandales sanitaires, Minamata, enfin, en fait, la question de l'indemnisation de victimes de scandales qui aboutissent à des morts d'hommes, je me rends compte que dans le monde entier, en lisant un petit peu comment ces événements ont été traités,
une question qu'on traite très mal, c'est celle généralement du sort des victimes, qui sont laissées pour compte, et voire même considérées quelquefois comme des gens qui profitent d'une situation d'aubaine. Hein, donc c'est assez incroyable. En France comme partout, alors la loi Kouchner a permis quand même de progresser et de faire reconnaître le droit des victimes, notamment être indemnisées via l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, en essayant de promouvoir non pas des combats durs, justement pot de terre contre pot de fer, mais plutôt des arrangements à l'amiable, un petit peu sous contrôle, quoi. Et donc c'est là-dessus qu'on s'est engouffré avec une loi d'indemnisation qui a été votée en juillet 2011 pour les victimes du Mediator, mais en face, comme c'est un processus amiable, j'avais pas imaginé qu'il y ait pour un procès quelque chose qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale qui aurait autant d'obstacles. Des obstacles parce que le labo veut pas payer, veut pas reconnaître ses victimes, engage des bataillons d'avocats qui contestent ligne à ligne les demandes indemnitaires, mais aussi des réticences fortes du côté des experts chargés de ces indemnisations, des sous-évaluations, je vous dis, une mise en cause de la parole des victimes qui exagèrent, l'appât du gain, enfin une vision des réclamations venant de la part des victimes qui est très dérangeante et dont j'ai pris conscience et qui a été aussi quelque chose à combattre. Et puis aussi une pusillanimité. Heureusement, ils ont fini par y aller, mais ça a été long. Il a fallu beaucoup les pousser, les pouvoirs publics, de Bertrand à Marisol Touraine, Agnès Buzyn. Bon, il y avait une volonté vraie, sincère, d'aider ces gens, ces victimes, etc. Mais des inquiétudes. Et si Servier paye pas, et combien ça va coûter d'argent public, etc., etc. Et moi, je mettais ça en regard du remboursement pendant 33 ans, plus d'1 milliard d'euros, les comprimés de Mediator. Je me suis dit, attendez les mecs, là on parle de quelques dizaines de millions d'euros, alors que les pouvoirs publics ont remboursé rubis sur l'ongle une note qui est de l'ordre du milliard d'euros, un médicament qui était un poison. Il faut assumer, quoi. Donc, mais c'est compliqué. Donc je pensais pas qu'il y avait autant de résistance, pas seulement au niveau de ce grand délinquant qu'est le laboratoire Servier, mais aussi à d'autres étages plus insoupçonnés. Ouais. Et quel conseil vous donneriez à une personne face à un scandale comparable ? Disons que quand on est quand on lève un lièvre, voilà. Enfin, moi qui ne suis pas spécialement courageuse, justement, il faut pas se précipiter, il faut faire les choses dans l'ordre, il faut démontrer, il faut être sur du béton, parce que sinon on se fait sulfater. Voilà, donc il faut être absolument sûr de son coup, ce qui est probablement pas évident. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai eu la chance, petit à petit, j'étais dans une situation qui a fait que j'ai pu avoir toutes les cartes en main. Mais c'était assez exceptionnel comme situation. Parce que là où j'étais, je pouvais faire une démonstration scientifique. Malgré un dossier en béton, vous avez quand même été très attaqué, remis en cause, dénigré. Alors, malgré ce béton, moi je m'en sors bien. Hein. J'ai pas été. Mon livre a été attaqué, condamné. On a gagné en première instance, mais sinon c'était plutôt mon éditeur. Moi, j'ai été effectivement un petit peu intimidée, dénigrée, etc. Mais finalement, non, je m'en sors super bien. J'ai toujours mon boulot. Je suis reconnue comme lanceur d'alerte légitime. Une instruction s'est ouverte et aboutit à une mise en examen de 25 personnes physiques et morales avec un énorme procès qui va débouler. Non, je m'en sors super bien parce que j'étais super béton. Et puis, hélas, parce qu'il y avait 2000 morts aussi. Quand on me demande c'est quoi la clé de votre succès, et je dis c'est 2000 morts. C'est difficile quand même de faire l'impasse. Super, je vous remercie. Je vous en prie.